Alors, je m'appelle Ryan Bowman, j'ai 45 ans et puis je suis responsable du service des sports de la ville de Sierre. Et ça fait à peu près 15 ans que je fais du trail. Donc, je me suis jamais blessé en 15 ans. Et comme palmarès principal, j'ai fait 6 participations à l'Ultra Trail du Mont Blanc, qui est une course de 160 km et 10 000 mètres de dénivelé. Et mon meilleur résultat, c'était 15e en 2009. Sinon, j'ai participé 9 fois à l'Ultra Trail de Verbier, qui est un ultra de 110 km avec 8000 mètres dénivelé. Et là, j'ai fait 8 podiums, donc 5 fois deuxième. Jamais encore gagné, mais je désespère pas. Je vais participer à la 10e édition cette année. Donc ça dépend chaque course, mais en général, il y a toujours un effet yo-yo au niveau de la fatigue. Donc, des fois, on a des sensations de courbature et puis tout d'un coup, ça va un peu mieux. Ça dépend si c'est de la descente ou de la montée. Euh, Après, il peut y avoir aussi des petits échauffements aux pieds, surtout des ampoules. Il y a des frottements qui peuvent être désagréables. Il peut se passer aussi des douleurs au ventre, surtout sur le long, après, je dirais 6-8 heures de course. C'est là que ça commence à apparaître. Mais sinon, en général, personnellement, depuis plusieurs années, j'ai beaucoup amélioré mes connaissances en gestion de l'alimentation et tout ça. Et puis, j'arrive bien à gérer. Je sais exactement combien je dois boire par heure, combien je dois ingérer de sucre chaque heure. Donc, je planifie mes ravitaillements en conséquence. Et puis, les dernières années, j'ai jamais eu de problème au niveau gastrique. C'est plutôt des problèmes, je dirais, au niveau de la fatigue. Donc, de temps en temps, c'est dur, de temps en temps, ça va un peu mieux. C'est vrai qu'il faut essayer. On parle beaucoup en ultra trail de pacing. Donc, essayer de garder la même intensité tout le long, même que le terrain, descente, montée, ça change. La gestion de l'effort, c'est la principale difficulté sur un ultra trail. Donc là, souvent sur un ultra trail, ce qui est le plus difficile après la course, bah, c'est les courbatures dues au choc excentrique. Donc là, chez moi en tout cas, ça dure 4-5 jours, où j'évite de recourir pendant 4-5 jours. Donc là, je fais rien du tout. Après, on peut avoir aussi pas mal d'ampoules au niveau des pieds. Ça, j'ai souvent aussi, ou des ongles noirs. C'est assez douloureux. Et souvent, des problèmes pour s'alimenter, un manque d'appétit. Des fois, de temps en temps, j'ai eu un peu des problèmes à trouver le sommeil ou le souffle qui est un peu vite. Donc, des petites douleurs articulaires, ça peut arriver aussi. Voilà. Euh, Souvent, ce que je fais après un ultra, c'est 4-5 jours de pause complète avec la récupération passive, bien manger, bien dormir et puis même du froid plutôt sur la musculature. Puis ensuite, je recommence par des séances de vélo, cool, à plat. Puis peut-être après 8-9 jours, un premier footing. Puis c'est là qu'il faut être attentif à s'il y a tout d'un coup une petite douleur quelque part au niveau des articulations, c'est là qu'il faut tout de suite stopper et puis soigner, refaire une petite pause avec du vélo. Ne pas forcer, c'est là que surviennent souvent les blessures si on force. Donc c'est un peu ce qui peut se passer les jours, voire les semaines après un ultra. Et souvent, je recommence l'entraînement normal après 2 semaines avec un bloc de 3-4 semaines avant peut-être une nouvelle compétition, une nouvelle course de préparation pour un nouvel ultra. Alors, en principe, je fais entre 2 et 3 ultras par année. Normalement, un ultra de 160 kg puis un autre de 110, comme Verbier.
Et puis quelques petites courses de préparation à côté. Donc en tout, 6 à 8 courses par année, réparties entre avril et puis octobre. La planification, elle se fait, moi je commence toujours par faire un mois de coupure après la dernière compétition. Donc souvent la dernière compétition elle est en octobre, donc je fais un mois de coupure et je recommence l'entraînement vers novembre, décembre. Et puis là il y a une grosse préparation de base jusqu'en avril-mai, jusqu'à la première compétition. Puis ensuite il y a toute la phase de compétition, avril jusqu'en octobre, où là il faut bien respecter les phases d'affûtage avant les compétitions, les phases de récupération après les compétitions. Donc on dit que moi je fais toujours entre 8-9 semaines d'espace entre deux ultras. Donc souvent je fais un ultra au mois de juillet et puis l'autre au mois de septembre-octobre. Et ça c'est un peu la planification spécifique pour éviter les blessures, sans oublier la fameuse coupure. Pour moi en tout cas j'ai l'habitude de faire un mois de coupure par année. Comme je l'ai dit avant, après la dernière compétition, en octobre-novembre. Et je pense que deux ultras de 110 kg et puis un de 160, c'est le max par année qu'il faudrait faire. Mais ça dépend des individus, quoi, bien sûr. Ça dépend du mode de vie, ça dépend si tu es professionnel ou si tu as une vie familiale à côté, tout ça. Chacun est différent. Je pense qu'il y en a plein. Surtout la progressivité. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ne respectent pas la progressivité dans l'entraînement, dans les charges d'entraînement, mais aussi dans les kilométrages ou les nombres d'heures de compétition. Il faut respecter ça, peut-être commencer par du trail court, après du trail moyen, trail long, et puis du ultra trail. C'est déjà une chose. Ensuite, mieux vaut s'entraîner régulièrement toute l'année que ne rien faire l'hiver et puis ensuite s'entraîner trop en volume en avril-mai quand les beaux jours commencent. Ça, c'est aussi un facteur de risque pour se blesser. Au niveau des séances d'entraînement, c'est aussi respecter la progressivité. Pas commencer par aller s'entraîner 4 heures de temps, ou bien faire 30 km sur le goudron. Respecter aussi les intensités, la variété des intensités différentes. S'entraîner aussi, bien varier l'entraînement. Aussi varier aussi dans l'entraînement croisé, surtout pour les longues distances. Si on augmente le volume au fil de la saison, il faudrait essayer que ce volume, ce ne soit pas que de la course à pied, mais aussi du vélo. Moi, personnellement, je fais beaucoup de ski alpinisme, de ski de fond l'hiver. Et puis l'été, j'alterne en course à pied, vélo, VTT. Ça, c'est aussi un bon moyen pour éviter les blessures. Alors, je pense pas qu'il y a beaucoup de gens qui sont addicts en ultra trail. Et comme je l'ai dit précédemment, je pense que pour éviter l'addiction, il faudrait respecter les phases d'entraînement et les phases de récupération, surtout cette fameuse coupure. Si on arrive à jouer avec ces phases, et puis tout d'un coup, on s'entraîne 4 heures une semaine, et puis la semaine d'après, on fait une grosse semaine de 20 heures. Bon, des fois, quand j'ai une semaine de congé, je fais 20 heures. Puis la semaine d'après, je fais plus que 4-5 heures pour faire une semaine de récupération. Si on arrive à alterner ça, et puis faire cette fameuse coupure pendant un mois, ça veut dire qu'on n'est pas addict. Souvent, les gens qui sont addicts, c'est qu'ils s'entraînent trop toute l'année, ou trop régulièrement, tout le temps la même chose. Je pense que ça, c'est des erreurs de planification. Et puis, les motivations, c'est surtout, je pense, la passion de la montagne, la liberté d'évoluer, de s'entraîner dans des super paysages en montagne. Ça, c'est la première motivation. La deuxième, c'est aussi quand même le goût de la performance, dépasser ses limites.
participer à une course, l'ultra trail, l'esprit trail, c'est qu'on ne sait jamais si on va être à l'arrivée. Le but, c'est vraiment franchir la ligne d'arrivée. Souvent, le chrono, c'est secondaire, c'est beaucoup moins important. C'est ça ce qui différencie beaucoup avec la course sur route. C'est ça qui plaît, l'esprit trail, c'est vraiment se fixer un défi et puis essayer de se surpasser pour atteindre ce défi. Non, c'est un peu à la mode l'ultra trail. Il faut essayer de ne pas banaliser les distances, justement, mais toujours avoir du respect. Parce que courir pendant 15-20 heures en montagne, ou même marcher, c'est pas anodin. Et je pense qu'il faut avoir une bonne préparation, il ne faut pas sous-estimer la préparation. Ce que peut-être j'ai oublié de parler avant, c'était aussi l'importance peut-être de se faire conseiller, se faire aider, peut-être prendre un coach, bien s'informer, bien se référencier. Et puis maintenant, il y a des coachs qui sont quand même de bonne qualité. Moi, ça fait 6 ans que je suis suivi par un coach, j'ai investi quand même là-dedans, et puis j'en suis très satisfait. Bien, ce qu'on pourrait conseiller, c'est surtout si on a envie de faire du trail, c'est respecter la progressivité, commencer par des trails courts et puis aller jusqu'à l'ultra trail. Ce qui dit ultra trail dit volume d'entraînement, donc il faut quand même bien s'organiser pour trouver un équilibre dans sa vie professionnelle, familiale et puis sa vie sportive pour faire les heures d'entraînement. Donc si on n'a pas trouvé cet équilibre, mieux vaut faire des distances plus courtes. Justement, il ne faut pas banaliser les distances. Souvent, les premières erreurs, c'est le manque d'entraînement, c'est le manque de connaissance de l'entraînement. C'est des entraînements qui sont mal faits, des séances qui sont trop intensives ou on s'entraîne souvent pas assez en endurance de base et puis trop vite. Et puis, est-ce que le trail est dangereux pour la santé? Alors, je pense que ça dépend aussi de beaucoup de facteurs, mais je pense pas. Moi, j'en suis la preuve réelle qu'en 15 ans, je me suis jamais blessé, j'ai jamais eu de problème. On verra dans 20 ans si je suis toujours aussi en santé, mais en tout cas, personnellement, pour moi, c'est pas dangereux pour la santé. Après, il faut être passionné, il faut bien se préparer. Mentalement, il faut aussi il faut peut-être avoir de la chance d'avoir un corps qui a été conçu pour ça, on va dire. Mais quoi qu'il en soit, je pense pas que c'est dangereux pour la santé. Il y a plein d'autres choses qui sont plus dangereuses dans la vie que le trail. Voilà.